mon sens, cette problématique englobe et dépasse la seule question du financement et nous met en face de plusieurs défis. Le premier, ce premier défi, donc, disais-je, est lié aux conditions et modalités d'exploration et d'exploitation de nos ressources. De l'exploration au premier baril de pétrole ou au premier mètre cube de gaz, les efforts d'investissement et de recherche sont énormes, coûteux et complexes, avec des risques tout aussi importants. De ne rien trouver des compagnies pétrolières se sont plusieurs fois fourvoyées parce que, après des campagnes de sismiques, après des interprétations, et même des forages se sont retrouvés avec des forages secs. Mais ça fait partie des risques du métier dans cette filière. Alors, c'est pourquoi il nous faut absolument attirer davantage de partenaires financièrement et techniquement fiables sur la base d'une législation claire, une législation qui sécurise l'investisseur, mais aussi qui protège les intérêts de nos pays. Et je dois vous avouer d'ailleurs que j'ai vraiment pour ambition de faire en sorte que, à l'échelle de l'Union africaine, que nous puissions avoir une législation harmonisée, aussi bien dans le domaine pétrolier que dans le domaine minier, afin d'éviter la compétition ruineuse entre pays pour simplement tenter d'attirer des investisseurs. Il nous faut donc ce qu'on appelle un fair deal, pour paraphraser les anglo-saxons. Sur l'exploitation elle-même, il nous appartient, en tant que pays, de faire les efforts nécessaires pour une participation dans l'actionnariat du business pétrolier et gazier pour en tirer le meilleur profit au lieu de nous contenter de simples royalties. C'est un grand débat et je suis heureux de voir déjà dans le domaine des services que les Sénégalais et les Africains véritablement se sont mobilisés et se sont engagés pour que tout ce qui est activité parapétrolière déjà soit largement assumé par des nationaux ou des locaux pour parler à l'échelle africaine. Le second défi, à mon sens, d'ailleurs intimement lié au premier, porte sur la formation de ressources humaines de qualité. Alors, les métiers du pétrole et du gaz sont multiples et aussi complexes les uns que les autres, si bien que l'expertise en la matière est fort diverse, de la sismique à l'interprétation de données, de l'évaluation du réservoir jusqu'au raffinage en passant par le forage, à l'aval du secteur, le downstream, donc la commercialisation des produits, pour ne citer que ces quelques aspects, sans parler de la fiscalité, de la finance. Il n'y a pas un seul expert qui puisse maîtriser toute la chaîne de valeur gazière et pétrolière. C'est une invite donc à la sérénité et à la modestie dans l'approche des problématiques aussi complexes que ces quelques domaines que je viens d'évoquer. Alors, pour défendre nos intérêts, les intérêts des pays africains, il nous faut donc former des ressources humaines de qualité à tous les niveaux. Du soudeur, sous-marin, à l'ingénieur, du courtier, aux jurisconsultes spécialistes des contrats pétroliers et gaziers, etc., etc. Ainsi, ceux qui connaissent pourront parler. Malheureusement, dans le pétrole, ceux qui parlent ne connaissent pas. Et ceux qui connaissent ne parlent pas. Et c'est ça le drame.
Ils pourront donc, ceux-là qui connaissent, parler et agir chacun dans son domaine de compétences. Et c'est l'objet de l'Institut national du pétrole et du gaz que j'ai créé pour former une masse critique de ressources humaines diversifiées mais hautement qualifiées, aptes à prendre en charge les enjeux de l'industrie pétrolière et gazière. Le troisième défi, c'est d'assurer une exploitation équitable et apaisée des gisements transfrontaliers. C'est ce que le Sénégal et la Mauritanie ont ensemble fait autour du grand champ GTA, Grand Tortue Ahmeyim. Et voilà un excellent exemple de collaboration qui montre que nous pouvons réaliser ensemble en parfaite intelligence et dans un domaine aussi complexe et en association avec un partenaire majeur, en l'occurrence British Petroleum. Et cette association tripartite, État du Sénégal, État de Mauritanie et BP, est d'autant plus appréciable, bien sûr avec Cosmos, qui est également membre de l'association, que nous l'avons mise en place dans des délais nettement plus courts que la moyenne habituelle mondiale. Cela veut dire qu'il n'y a ni fatalité, ni malédiction du pétrole, ni concurrence ruineuse si la volonté politique existe de part et d'autre. Du reste, c'est le même modèle de coopération apaisée et intelligente que nos pays mènent depuis plusieurs décennies autour de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ainsi que de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. L'autre enjeu de l'exploitation pétrolière réside dans la nécessité pour les secteurs privés de nos pays d'associer leurs moyens pour bénéficier des opportunités que leur offre la législation sur le contenu local. Je vais vous faire une petite anecdote. Lorsqu'il s'est agi de créer la base logistique au port, je me suis retrouvé avec au moins une trentaine de Sénégalais, chacun ayant son partenaire étranger et qui voulaient gagner cette plateforme. Je leur ai dit, messieurs et madame, c'est bien qu'un de vous gagne avec son partenaire, mais qu'est-ce que ça nous rapporte, nous, Sénégal? Vous allez être seuls et tous les autres vont perdre. Je préfère que vous travailliez en consortium. Vous mettez de côté d'abord le partenaire stratégique. Ensemble, créez ce consortium sénégalais et ce consortium va chercher un partenaire. Ça a été difficile, mais à la fin du processus, et j'en ai revu d'autres, ils ont tous été heureux de travailler ensemble dans un consortium et ensemble, aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de développer cette plateforme logistique ici au port de Dakar. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut également que nos secteurs privés apprennent à travailler ensemble, puisque nous sommes trop petits, infiniment petits par rapport aux gens qui sont en face de nous. Alors, si chacun va avoir sa petite entreprise, il est PDG, il est DG, il est je ne sais quoi d'autre, c'est bien. Mais ensemble, on fait mieux et on fait plus. Donc, je vraiment voudrais citer des exemples sur la production énergétique également. J'ai dû faire la promotion. Ça n'a pas été facile parfois avec les partenaires puisque c'était inhabituel qu'un pays décide de dire, moi, mon IPP, je le donne à mes nationaux. Ça a créé beaucoup de vagues. Mais bon, finalement, ils ont compris qu'il n'y avait rien de non transparent dans cette affaire, mais il y avait un choix politique de développer et de donner également une richesse nationale aux acteurs privés nationaux dans un domaine aussi important que le domaine de la production électrique. Jusque-là, depuis 1998, le Sénégal fait des IPP et jusque-là, il n'y avait pas un seul franc de capital national dans cette activité. Et pourtant, ce sont les Sénégalais qui consomment cette énergie. L'argent vient du Sénégal et il serait bon qu'il y ait des Sénégalais acteurs. C'est aussi simple que cela.
bien sûr dans la transparence et dans la compétitivité. J'encourage vivement l'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans ce domaine comme dans d'autres. Apprendre les uns des autres est l'un des objectifs majeurs de ce rendez-vous. Et nous avons en Afrique de grands pays qui ont commencé l'exploitation depuis plus de 50 ans. Je peux citer le Nigeria, je peux citer l'Algérie, l'Angola, le Congo, etc. Nous devons pouvoir, nous qui sommes maintenant sur la rampe pour démarrer une exploitation, également aller apprendre chez nos voisins, chez nos frères et sœurs, la pratique, connaître les erreurs qui ont été commises pour ne pas commettre les mêmes erreurs, bénéficier de leur expérience et également adapter notre expérience sur la connaissance de tout cela. Le quatrième défi, enfin, à mon sens, et sans être exhaustif, c'est la nécessité pour nos pays d'exploiter leurs ressources énergétiques pour satisfaire leurs besoins d'industrialisation et de développement économique et social. Et ceci dans un contexte mondial de lutte contre le réchauffement climatique. Les importantes découvertes faites ces dernières années confirment clairement que le bassin MS-GBS, qui est un des bassins sédimentaires les plus importants, en tout cas en Afrique de l'Ouest, recèle un potentiel en ressources gazières et pétrolières de classe mondiale. Nos pays étant en retard sur tous les fronts du développement, nous avons besoin d'exploiter nos ressources pour alimenter notre tissu économique, industriel, encore embryonnaire, irriguer les autres secteurs de l'économie, l'agriculture, le développement de l'élevage, tous les autres secteurs d'activité, mais surtout assurer à nos populations l'accès universel à l'électricité, à des coûts abordables. Ça doit être l'ambition de tout pays, et particulièrement des pays africains. Alors, en évoquant ces défis et enjeux liés à l'industrie du pétrole et du gaz, je n'oublie pas pour autant les efforts considérables que nous déployons pour le développement des énergies renouvelables. Et peut-être nous ne le disons pas assez. S'agissant du solaire, par exemple, un pays comme le Sénégal est parti de loin. Il y a une mini-centrale de 2 MW ici, dans ce centre, qui a été construit en 2013 pour alimenter. Ce centre, en réalité, est autonome parce qu'il est alimenté à l'énergie solaire. De ces 2 MW, nous sommes arrivés à plus de 166 MW en énergie solaire. Aujourd'hui, effectivement installés et injectés dans le réseau, auquel il faut rajouter 158 MW d'éoliennes à Taïba Ndiaye, l'énergie hydroélectrique de Manantali, de Felou, et bientôt Gouina, le barrage en construction de Sambangalou sur le fleuve Gambie au Sénégal. Tout cela montre, au moment où nous parlons, je ne dis même pas après le développement de ces barrages, nous sommes au Sénégal à 31-32% d'énergie renouvelable sur notre productif. Et qui fait mieux parmi tous les pays qui nous demandent de renoncer à l'énergie fossile?